j'installe les derniers. Vous pouvez venir, hein, de la place. Les gars, vous venez. Alors, je vais faire vite fait une petite intro comme d'habitude. Qui c'est qui vient pour la première fois ici? Ouais, peut-être que je connais pourtant. Non, vraiment, là-bas, première fois? Ok. Et il y avait des mains aussi ici. Super. Bienvenue à tous. Ensuite, Ludo va enchaîner avec sa conférence. Puis après, il y aura une phase questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à vraiment à l'embêter avec toutes vos questions. Et puis ensuite, un moment de convivialité comme d'habitude. Vous allez voir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Conteneur. Donc, le Conteneur, c'est un espace de coworking ouvert fin l'année dernière. En novembre dernier, on accueille des coworkers, des start-upers, des entrepreneurs, des porteurs de projets ou des gens qui n'ont pas forcément de projet mais qui cherchent un lieu en fait pour pouvoir bosser. Vous avez Internet ici, café, enfin la bonne humeur, on est là, on échange aussi. L'idée c'est vraiment de favoriser les échanges entre coworkers. Comment? On danse aussi ici, on fait pas mal de soirées, etc. Voilà, on est hyper détendu, ça se passe très bien. Et surtout l'objectif c'est de développer la sensibilité au numérique, aux nouvelles technologies, à l'entrepreneuriat, à travers plein de conférences comme celle d'aujourd'hui. On a un site internet www.leconteneur.co avec une nouvelle version qui sera mise à jour dans les toutes prochaines semaines en novembre. Un hashtag LH Digital pour la communauté, donc n'hésitez pas à l'utiliser sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pendant le workshop, n'hésitez pas à tweeter les choses intéressantes qui seront dites sur Twitter ou sur Facebook. N'hésitez pas à relayer, c'est hyper important pour qu'on soit. Installez-vous, il reste encore pas mal de chaises. Je crois qu'il y en a là-bas. Il n'y a pas des chaises encore qui traînent là-bas? Non? Ouais, mais installez-vous. Juste, je vais vous donner juste quelques dates importantes sur les prochains événements. N'hésitez pas à les noter. Donc le mercredi 4, la semaine prochaine, il y a nos amis qui sont dans le fond là-bas, qui organisent un petit event ici. Donc ils lancent une plateforme de partage de repas entre étudiants. Ils ont remporté le Startup Weekend qu'on a organisé mi-mars. Donc un événement qui réunit des étudiants, des porteurs de projets, etc. dans le numérique qui sont vraiment en recherche de lancement de start-up et de nouveaux business models. Ils font leur événement en soirée d'inauguration. Je vous invite tous à être présents. Vous pouvez vous préinscrire sur Facebook, sur Eventbrite, c'est ça? Voilà, vous pouvez vous préinscrire, c'est complètement gratuit. Donc ça va être hyper intéressant. Donc venez, vous allez voir. Donc ils sont juste là. N'hésitez pas à aller les voir aussi juste après. Le 17, il y a Nicolas Collin. Alors je ne sais pas si vous connaissez The Family. Que ça parle, ceux qui connaissent The Family, levez la main. D'accord, il n'y a pas grand monde qui connaît The Family. Alors The Family, en fait, c'est un accélérateur sur Paris qui accompagne les startups, en fait, les projets qui veulent vraiment avoir une énorme croissance. Donc c'est vraiment des projets à dimension globale. Et Nicolas Collin, donc c'est un vrai, il fait partie des 3 fondateurs de The Family. Et donc il va venir ici faire une conférence dans l'amphi de la CCI juste à côté. Et il a vraiment conceptualisé tout ce qui se passe aujourd'hui avec la transformation digitale. Il appelle ça souvent les barbares attaquent le transport, les barbares attaquent la logistique, les barbares attaquent le commerce, etc. Donc il va venir nous expliquer tout ça à la CCI, c'est à 18h30, mardi 17, pardon. Et franchement, je vous conseille d'être là, c'est hyper intéressant. Et The Family, vous avez plein de contenus en ligne, c'est aussi pas un espace de coworking, mais c'est un lieu où, quand vous êtes entrepreneur, que vous avez sensibilité entrepreneuriale, vous pouvez y aller, etc. C'est ouvert à tous. Ils accompagnent les projets innovants. Le 19 mai, c'est l'Académie, donc l'association que je représente également et d'autres personnes ici. C'est une association de promotion en fait, du numérique de l'entrepreneuriat, une association havraise, créée quasiment au même moment que le Conteneur et qui anime ce lieu en fait, le Conteneur. D'ailleurs, je ne me suis pas présenté pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Luna et je fais partie de l'Académie, mais également je préside l'association Le Conteneur actuellement. Et l'Académie, on fait tous les mois un apéro web, donc c'est un événement ouvert à tous. Vous venez vous rencontrer tous les autres personnes de la communauté. Donc on organise ça le jeudi 19 mai. N'hésitez pas, le lieu n'est pas encore connu, mais là normalement ce ne sera pas ici, ce sera dans un lieu dans la ville, donc un bar. Et le 24, il y a un workshop qui sera animé par Ludo et Roland et Quentin. Ok, donc pas mal de monde de l'académie. L'idée c'est de vous introduire aux médias sociaux, l'utilisation des médias sociaux qui sont hyper importants aujourd'hui, donc Twitter, Facebook, etc. Et juste un dernier event, donc le 10 et 11 juin, c'est l'event Smartport. Bon, après, on ne sait pas encore où ça aura lieu exactement, donc ça va peut-être un peu changer, mais sachez qu'il y aura un événement le 10 et 11 juin avec l'idée de trouver des nouvelles solutions en fait, pour résoudre les problématiques de l'activité portuaire. Voilà, parce qu'on est à ce qui paraît un peu
un port assez important, je pense. Donc, let's cowork, on va passer avec Super Ludo. N'hésitez pas à tweeter pendant la conférence. Et on applaudit Ludovic. Comment ? Je te mets la pression, mais c'est que j'ai. T'appuies sur record. C'est bon, ça enregistre depuis que vous m'avez passé en direct sur Periscope. Bonsoir, merci à tous d'être présents ce soir, si nombreux. Ça me fait plaisir de présenter ce sujet qui est l'inbound marketing et qui me passionne à autant de personnes. Donc ce soir, donc on va parler de l'inbound marketing. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a entendu parler de l'inbound marketing ici? Est-ce que vous savez ce que c'est globalement? Benjamin, dans ces grandes lignes? C'est une stratégie d'acquisition. Ouais, en fait c'est ça. Donc l'idée c'est que avec l'inbound marketing, l'idée c'est d'attirer les clients à soi plutôt que de leur courir après, comme on a l'habitude de le faire avec les techniques de marketing et de communication habituelles. Donc c'est ce qu'on va voir ce soir avec cette présentation. Je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Ludovic Salem. Je suis entrepreneur, consultant en web marketing et communication digitale. Donc j'accompagne les entreprises dans la gestion de leur image, dans le développement de leur activité, de leur chiffre d'affaires sur Internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce au référencement, grâce à la création de contenu, au blog, et tous les leviers du web marketing. À côté de ça, je suis également blogueur. Je gère un blog qui s'appelle ludosln.net, qui bénéficie d'une belle visibilité au niveau national. Et sur ce blog, je présente quelques astuces pour vous développer vous-même sur le web grâce aux outils du web marketing. Donc le planning de cette présentation, on va faire une présentation en 4 étapes. On va commencer d'abord par une présentation en état des lieux du marketing aujourd'hui, avec des scénarios un peu fictifs. Vous allez peut-être vous reconnaître dans les scénarios, c'est pas volontaire, quoique. Donc on va faire un état des lieux. Ensuite, je vais vous présenter brièvement ce qu'est l'inbound marketing. L'inbound marketing, en fait, c'est 4 étapes clés. 4 étapes clés à respecter pour attirer plus de clients vers votre business. Et ensuite, on va voir comment on peut mettre ça en pratique. On va prendre un cas pratique sur lequel j'ai travaillé. On va l'étudier, voir comment on peut mettre ça en pratique, ces 4 étapes-là. Et puis, si on a un peu de temps, je prendrai quelques activités de certains d'entre vous et on essaiera de voir comment on peut mettre en place ces 4 étapes pour votre activité. Et puis enfin, à la fin de cette présentation, je serai à votre disposition. Si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on discute un peu derrière, voilà, je serai à votre disposition. Bonsoir. Un petit peu d'eau. Donc en fait, le premier scénario, c'est un scénario fictif. J'ai pris l'exemple de Maurice. C'est une personne qui n'existe pas, je vous rassure. Qui est fleuriste dans un centre-ville. Maurice, il est gérant de Maurice Fleur SARL. Et avec bien entendu, toute ressemblance avec des personnes dans la salle serait totalement fortuite. Quoique je pense que vous allez être assez nombreux à vous reconnaître dans ce scénario. Donc en fait, l'idée, c'est de vous présenter comment communique Maurice aujourd'hui. Maurice, il a un budget de quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros, qu'il dépense pour une année dans sa communication et son marketing. Et il utilise un peu des leviers traditionnels. Donc par exemple, Maurice, c'est quelqu'un qui communique dans la presse locale. À l'approche de la Saint-Valentin, il prend un petit encart, un petit 8e de page dans la presse locale ou dans la presse gratuite. Il présente son activité, il présente sa boutique avec ses horaires, ses petits compos. Et puis voilà, donc il fait quelques encarts publicitaires dans la presse durant l'année. À côté de ça, il imprime des prospectus qu'il va lui-même distribuer dans les boîtes aux lettres des immeubles, dans les boîtes aux lettres des maisons de son quartier et de sa zone de chalandise. Généralement, les prospectus, ça finit comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué souvent, moi c'est le cas dans mon immeuble et dans tous les immeubles dans lesquels j'ai habité, c'est qu'à côté des boîtes aux lettres, il y a toujours une poubelle. Et bien souvent, ces prospectus-là terminent dans la poubelle, sans avoir été lus par les personnes ciblées. Donc Maurice, il fait ça. Il imprime aussi des flyers qu'il va mettre sur les pare-brises des voitures de temps en temps. Et donc on va dire que Maurice n'est pas très écolo. En fait, finalement, c'est pas Maurice qui n'est pas écolo, c'est plutôt nous. Parce que finalement, quand on voit les journaux gratuits, les journaux à la presse locale, ça finit souvent par terre à traîner dans les rues, comme le montre très bien cette image-là. C'est le cas aussi des flyers sur les pare-brises, soit finissent bien collés sur le pare-brise, on ne peut pas s'en débarrasser pendant 6 mois. Donc soit le flyer se retrouve dans la rue, donc c'est pas écolo, et surtout ça coûte beaucoup d'argent. Maurice, il dépense de l'argent dans la presse, il dépense de l'argent dans l'impression de supports papier, et il dépense
aussi dans sa stratégie marketing et communication beaucoup de temps. Il fait un peu de porte-à-porte quand il a du creux et qu'il n'a pas de personne dans sa boutique et qu'il a sa vendeuse qui peut gérer la boutique toute seule. Bah, lui, il va faire un petit tour dans le quartier, il va frapper dans les portes de sa zone de chalandise pour voir si ses clients n'ont pas des besoins particuliers en fleurs. Voilà, c'est vrai que l'exemple n'est pas forcément très adapté pour un fleuriste. Il y a très peu de fleuristes qui font du porte-à-porte, mais il y a encore beaucoup de sociétés. Je ne sais pas, on peut prendre des vendeurs de fenêtres, souvent on les catalogue comme ça. Et il y a beaucoup de sociétés qui vont faire du porte-à-porte, même en B2B, donc ça arrive beaucoup. Donc c'était l'idée de présenter ce levier-là. Et puis Maurice, aussi, il se fait quelques sessions de phoning. Il a acheté un petit fichier Compass. Je ne sais pas si c'est votre cas, ça peut arriver à beaucoup d'entreprises. On est de nombreuses entreprises à le faire. On achète un fichier Compass, sauf qu'on n'a pas le temps de l'exploiter. On attend, les mois passent. Au bout de 6 mois, on se dit qu'on a un petit créneau, on va commencer à passer des coups de fil, sauf que 6 mois après, les contacts, c'est plus les bons, les personnes n'habitent plus au bon endroit, elles n'habitent plus dans l'entreprise, elles ne travaillent plus dans l'entreprise ciblée. Et donc, du coup, Maurice, il appelle les gens et souvent, il n'a pas la bonne personne en ligne, ou alors quand il a la bonne personne en ligne, il se fait raccrocher au nez parce que la personne n'a pas le temps, parce qu'elle a d'autres choses à faire. Et donc, moi, c'est mon cas, c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise même plus mon téléphone fixe. En fait, j'ai été démarché toutes les semaines par des sociétés, par des plateformes de téléphone qui m'appelaient et qui demandaient à parler à José, qui était un garagiste du coin. Sauf que moi, je suis à peine changer une grosse voiture, donc je ne peux pas pouvoir les aider. Et donc maintenant, j'utilise même plus mon téléphone fixe. Donc c'est un levier de communication qui est assez frustrant pour les personnes ciblées. Donc voilà, puis Maurice, du coup, il dépense beaucoup de temps, il dépense beaucoup d'argent, mais il n'a pas vraiment le temps de s'occuper d'Internet. Et Maurice, il n'apparaît même pas sur Google quand on tape Maurice Fleur. Donc là, si vous faites le test, vous allez sûrement trouver, parce que je suppose qu'il y a des fleuristes qui s'appellent Maurice Fleur. Mais l'idée, c'est de dire que Maurice Fleur, il n'a pas de site Internet, il n'a pas de page Facebook, il n'a pas de page Google My Business, il n'a aucune présence sur Internet. Et du coup, quand on le cherche, pour trouver ses horaires, pour trouver ce qu'il fait, avoir des exemples de ses compositions florales, et bien on ne trouve rien du tout. Donc voilà, et non seulement Maurice il dépense beaucoup de temps et beaucoup d'argent, mais avec ses leviers traditionnels, Maurice il a aucune idée des retombées finalement. Quand il y a quelqu'un qui rentre dans sa boutique, s'il ne pense pas à lui demander d'où cette personne vient, ou s'il ne se souvient pas qu'il l'a eu au téléphone ou qu'il a déposé un flyer dans sa boîte aux lettres, finalement il ne sait pas d'où elle vient, il ne sait pas ce que lui rapportent ses flyers sur les paroles, il ne sait pas ce que lui rapportent ses coups de fil. Et finalement il n'a aucune idée de son retour sur investissement. Donc voilà, c'est ce que j'appelle le marketing à papa. Donc Maurice, pour moi, c'est un exemple du marketing à papa. C'est le marketing qui fonctionnait avant Internet, qui fonctionnait avant la crise. Maintenant, avec la crise, avec Internet, les consommateurs, ils sont plus exigeants. Ils ont la possibilité d'aller chercher eux-mêmes l'information sur Internet et ils n'ont plus envie qu'on vienne les interrompre dans leur activité, dans leur vie quotidienne pour les forcer à lire des informations et des communications promotionnelles. Donc, après ce premier scénario, je tiens à dire que j'ai aucun, je n'ai rien contre la communication papier, je l'utilise et je suis le premier à la recommander. Et pour moi, le papier tient toujours une place centrale dans la communication. Mais l'idée, c'était vraiment d'écrire un profil d'entreprise qui aujourd'hui n'utilise pas Internet dans sa communication. Et puis ce que je veux dire, du coup, j'ai rien non plus contre le prénom Maurice, c'est mon deuxième prénom. Donc il n'y a pas de problème et je n'ai rien contre les fleuristes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des Maurice, il y en a dans toutes les sociétés. Et pour illustrer ça, j'ai une image que j'aime bien, c'est celle-ci. Je n'ai rien contre François Hollande, même si c'est l'égalité du temps de parole. Je ne fais pas de politique, mais je vais vous demander de regarder cette petite image et de me dire si vous ne voyez pas quelque chose qui vous interpelle sur cette image. Il y a beaucoup de papier. Un CD. Il y a beaucoup de papier. Il y a un CD, je vais en premier plan, il y a un CD. Donc, François Hollande utilise des CD. Il n'y a pas d'ordinateur. Je l'ai entendu, il n'y a pas d'ordinateur. Et je ne sais pas si c'est voulu pour la photo. Au fond, c'est un cadre ou c'est une tablette? Non, c'est un cadre. Ouais, c'est une tablette. Ça aurait pu. Non, c'est un tableau, c'est une médaille, je crois. Mais en fait, c'est souvent ça. Je me suis toujours fait la remarque quand on voit un politique à la télé qui est interviewé dans son bureau. On voit une télé au fond, qui peut regarder les infos, il peut regarder ce qu'on dit lui. Mais il n'a jamais d'ordinateur, même un ordinateur portable ou un PC de bureau, il n'a jamais rien sur son bureau. Et finalement, c'est ça. C'est que la France, c'est finalement la plus grande entreprise de France, que François Hollande, c'est le PDG de cette France, et qu'aujourd'hui, il n'utilise pas Internet. Et donc voilà. Donc ça veut dire que Maurice, c'est pas que dans les TPE, dans les PME, chez les commerçants, dans les associations, c'est aussi dans la fonction publique et partout dans les grandes entreprises. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc voilà, d'un côté, on a Maurice, et puis d'un autre côté, on a Amandine. J'ai pris quelqu'un d'un peu plus séduisant pour l'histoire, mais donc en fait, Amandine, elle est un peu plus sereine, elle a plus le sourire. S'il y a des personnes qui se reconnaissent dans le profil d'Amandine ce soir, ça me fera très plaisir. Si demain
demain vous voulez devenir Amandine, ça me fera très plaisir également. Pas de changement de sexe ou quoi que ce soit. Mais voilà, donc en fait Amandine, ce qu'elle fait aujourd'hui dans sa communication, elle a à peu près le même budget que Maurice, voire même peut-être moins d'argent. Elle dépense moins d'argent pour sa communication, mais Amandine, elle a un site web qui est super bien fait et qui lui permet d'être bien référencée sur Google. Quand on la cherche sur Google, c'est le premier lien, on clique dessus et on trouve toutes les informations dont on a besoin sur l'activité d'Amandine. Donc elle a un site qui est bien fait, qui est à jour avec les bonnes informations, qui apporte du contenu de qualité. On verra tout à l'heure ce qu'est le contenu de qualité, mais en fait, Amandine, elle ne diffuse pas que des promotions. Amandine, elle montre ses compositions, elle diffuse des articles sur comment choisir ses fleurs pour sa femme, la signification des couleurs des fleurs, tout ça, et donc du coup, elle touche un public qui ne cherche pas à acheter des fleurs sur un moment précis, bonsoir. Mais elle vise des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par l'achat de fleurs à plus ou moins court terme. Donc elle est très présente, du coup elle est très visible sur Internet grâce à son positionnement sur Google. Elle est également présente sur les réseaux sociaux. Donc elle utilise Facebook, Pinterest, Google+, les réseaux sociaux que Benjamin nous avait présenté lors de sa précédente présentation. Elle diffuse des photos de ses compositions, elle partage des articles, ces articles à elle, mais aussi des articles plus objectifs sur son activité, sur les fleurs en général. Donc elle est très présente sur les réseaux sociaux, elle répond à ses clients, elle valorise les avis positifs sur sa boutique et répond aux avis négatifs. Elle est dynamique et donc on voit bien que son activité est dynamique et moderne et fraîche finalement. Donc voilà, et Amandine, contrairement à Maurice, elle a la possibilité de suivre en temps réel ses retombées. Elle peut utiliser des outils gratuits sur Internet comme Google Analytics qui lui permettent de voir d'où viennent ses clients. S'ils viennent d'un réseau social, s'ils visitent son site internet depuis un mobile ou depuis un ordinateur, si c'est depuis un Mac, si c'est depuis Windows. Elle est capable de voir si les visiteurs viennent de France ou d'ailleurs. Elle est capable de voir si c'est un homme ou une femme parfois, selon les configurations. Et elle peut suivre ses conversions, ses actions. Elle peut mettre des petits tags qui lui permettent de voir si telle ou telle action, tel post sur les réseaux sociaux lui a apporté du trafic sur son site internet. Donc voilà, à l'inverse de Maurice qui lui court après les clients, qui passe des coups de fil, qui va faire du porte-à-porte, qui va mettre ses flyers sur les parkings quand il pleut, Amandine elle a la chance de voir les clients qui viennent vers elle finalement. Et donc voilà, et la question fatidique, qui préférez-vous être? Est-ce que vous préférez être Maurice ou vous préférez être Amandine? Je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous préférez être Amandine, tout du moins ça m'arrangerait. Moi, je suis plutôt un gars solitaire. Pas un gars solitaire. Dans ce cas-là, tu vas peut-être pas faire le porte-à-porte. Non, donc voilà, donc en fait, pour faire une synthèse, Maurice est un exemple de l'outbound, je ne suis pas très anglo-saxon, l'outbound marketing. En fait, Maurice, il pousse sa communication vers les clients. Sa communication, elle a un sens unique. Il ne demande pas la permission à ses clients, à ses prospects de communiquer. Il leur donne le flyer, il leur envoie un emailing, il leur passe un coup de fil sans leur demander leur avis. Donc, pardon. Il saoule, exactement, c'est la conclusion. Parce que voilà, Maurice, sa communication, elle n'a aucune valeur ajoutée, si ce n'est donner une information sur sa promotion ou sur des horaires d'ouverture éventuellement. Mais Maurice, voilà, il souhaite juste vendre son activité et rien de plus. Et donc aujourd'hui, comme je disais, à l'heure d'Internet où les gens ont le choix, ils peuvent aller chercher ce qu'ils veulent quand ils veulent. Effectivement, Maurice, il saoule un peu ses cibles et ses clients et ses prospects. Alors que pendant ce temps-là, Amandine, elle suscite l'intérêt de ses consommateurs via du contenu de qualité. On verra tout à l'heure ce qu'est le contenu de qualité. Sa communication est interactive. Elle est présente sur les réseaux sociaux, elle a un blog, elle a un site internet, elle répond aux commentaires, elle répond sur les réseaux sociaux. Donc du coup, il y a un dialogue qui s'instaure, il y a une relation qui s'instaure et du coup, ça augmente les chances de voir ces personnes-là aller en boutique lui acheter des fleurs. Donc ces messages, comme je le dis, sont à forte valeur ajoutée. Les clients viennent vers elle via Google. Quand ils cherchent une réponse à cette question et que Amandine leur apporte une réponse, finalement, le client va directement vers elle. Donc voilà, on va s'arranger pour que vous passiez la transformation de l'inbound marketing. Donc d'ici ce soir, j'espère que vous communiquerez plus comme Maurice le fait jusqu'à présent. Donc on va voir les étapes de l'inbound marketing. Un des premiers prérequis, c'est si vous n'avez pas de site internet ou si vous n'avez pas une page Facebook ou une page Google My Business pour présenter votre activité sur internet, vous n'allez pas pouvoir mettre en place l'inbound marketing, ça va être très compliqué. Donc le premier prérequis, c'est d'avoir un site web minimum, même si c'est juste une page
pourra s'arranger, faire des choses avec, mais l'idée c'est d'avoir quand même un site ou un endroit sur lequel on peut vous joindre sur Internet. Donc voilà, je ne sais pas pour ceux qui ont vu sur Facebook, je pense à Bruno notamment, je parlais d'entonnoir. C'était pas pour mettre sur la tête, c'était pas pour parler, c'était pas pour m'écouter non plus. Donc en fait, l'entonnoir, c'est ça, c'est l'entonnoir de l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est en 4 étapes. Voilà, c'est un processus en 4 étapes. Il y a la première étape où on attire du trafic sur le site internet. Pour attirer le trafic, on répond aux problématiques, aux attentes des consommateurs. Ce trafic-là, une fois qu'on a du monde sur son site internet, ben, c'est bien sympa, mais si on le laisse partir, ça ne sert à rien. Donc l'idée, c'est de le retenir et de l'engager. Donc soit prendre ses coordonnées, soit l'inciter à revenir pour venir chercher une autre information. Une fois qu'on a entamé une relation avec ces visiteurs, ben maintenant il va falloir les transformer en clients. Donc on leur envoie des communications un peu plus ciblées, avec des promotions un peu plus ciblées. Cette fois, donc ça on verra ça. Et puis bah, avoir un client c'est bien, mais si un gars vient dans la boutique d'Amandine ou de Maurice acheter une rose, et puis il ne revient plus jamais dans la boutique, ça ne sert à rien. L'idée c'est de le faire revenir toutes les semaines, acheter cette même rose, ou acheter autre chose, ou faire un achat complémentaire. Donc voilà, les 4 étapes, c'est attirer, transformer, convertir et fidéliser. Et la clé de tout ça, c'est le contenu. Le contenu de qualité, on avait commencé à l'aborder lors de la présentation de Benjamin. Mais voilà, c'est vraiment la clé. Aujourd'hui, la communication, le marketing, c'est plus moins 50% sur tel produit, grande solde de telle date à telle date, ça n'intéresse plus personne. Finalement, tout le monde le fait, on a des soldes partout, le meilleur prix, si on le veut, on va le trouver sur Internet en 2 clics. Donc ça n'intéresse plus personne. Donc maintenant, l'idée, c'est de proposer à ces consommateurs, à ces cibles, du contenu de qualité. Donc un contenu de qualité, c'est un contenu qui relève au moins un de ces objectifs-là. Un contenu de qualité, c'est un contenu qui apporte une information précise, qui éduque le consommateur, qui lui apprend quelque chose finalement, ou qui solutionne un problème, ou qui divertit. Donc voilà, ça c'est les quatre objectifs du contenu. Si vous voulez un contenu de qualité, il faut que le contenu réponde au moins à un de ces objectifs. Donc voilà, et pour apporter du contenu de qualité à ces cibles, il faut les connaître. La première chose à faire, c'est de vous poser une demi-journée peut-être dans votre bureau ou dans votre boutique et de vous demander qui est votre cible finalement. Quel profil vous allez pouvoir, c'est ce qu'on appelle en fait des personas. En fait, vous dressez un profil fictif de votre cible. Par exemple, une des cibles d'Amandine et de Maurice, ça peut être un jeune trentenaire comme moi qui cherche à faire plaisir à sa femme de manière ponctuelle et qui va lui acheter des fleurs de temps en temps dans l'année. Donc ça, c'est une première cible. Donc on va déterminer son métier type. C'est vraiment une fiction, mais ça nous aide à réfléchir derrière. Quels sont ses centres d'intérêt, où il habite généralement. Donc ça, c'est la zone de chalandise. Donc en fait, on va dresser un profil précis de sa cible pour pouvoir déterminer ce qu'il attend, ce dont il a besoin et du coup lui proposer des contenus qui vont bien. Donc voilà, donc du coup on va faire un cas pratique. J'ai eu la chance de travailler sur ce cas pratique-là pour une marque de chaussures de running. Donc en fait l'idée de cette marque, c'est une marque qui n'était pas connue et qui ne l'est toujours pas tant que ça. En fait, donc pour une marque qui n'est pas connue, de trouver de nouveaux clients en sachant que le persona, le profil type qu'on a vu, ça sera les personnes qui envisagent de commencer la course à pied. Donc on va travailler sur ce plan-là. Comment faire en sorte que les personnes qui envisagent de débuter la course à pied viennent sur notre site et achètent des chaussures de running. Ou viennent en boutique si c'est une boutique de running. Donc voilà, la première chose qu'on va voir, c'est quand on tape chaussures de running sur Google, la concurrence est rude. On voit qu'il y a plus de 6 millions de résultats. Et que si vous n'êtes pas dans les 10 premiers résultats, c'est mort pour vous. Donc il y a du boulot. Mais c'est pas si compliqué que ça. Donc je ne sais pas si vous connaissez bien Google, on peut faire un petit rappel, mais en fait sur Google, maintenant vous avez 4 annonces qui apparaissent. Avant il y en avait un petit peu sur les côtés, ça n'existe plus. Maintenant vous avez que 4 annonces Google AdWords, ce qu'on appelle Google AdWords. Et puis ensuite vous avez 10 résultats naturels, c'est-à-dire des résultats qui n'ont pas payé pour être présents. Ces 4 premiers résultats ont payé, ils payent au clic. Et puis les 10 résultats suivants n'ont pas payé. Et donc finalement, quand on regarde bien, le premier résultat naturel qu'on voit en première page, c'est pas un résultat de moins 50% sur telle marque de chaussures, découvrir des marques de chaussures pour courir sur la route ou quoi que ce soit. Le premier article qu'on voit, c'est celui qui a le plus de succès, celui qui est le plus populaire et c'est celui qui est le mieux rédigé. Finalement, c'est comment choisir ses chaussures de course à pied. Donc ça vous donne un petit peu un indice sur comment communiquer sur Internet. Et donc voilà, on va reprendre l'entonnoir qu'on a vu donc pour faire nos objectifs. Donc ça va être d'attirer du trafic sur notre site internet. Donc
pour nous faire connaître. On n'est pas connu, donc on a un site internet qui est super bien fait, on a dépensé de l'argent pour le faire, mais personne ne le voit. Donc l'idée, ça va être d'attirer du trafic pour nous faire connaître. Ensuite, une fois qu'on va avoir du monde, on va avoir séduit ces personnes qui envisagent de se mettre à la course à pied sur notre site internet, on va les transformer en prospects. Et puis ensuite, on va les convertir en clients, et puis on va faire en sorte qu'ils continuent de courir, malgré les courbatures, malgré le mauvais temps, et malgré toutes les contraintes qu'il y a dans la course à pied, pour venir acheter l'année prochaine une nouvelle paire de chaussures, ou acheter une tenue complémentaire, ou quoi que ce soit. Donc la première étape, pour faire simple, en fait, c'est ça, en fait, le niveau de marketing, c'est un écosystème. En fait, vous avez votre site web ou votre page vitrine au centre, et l'idée, c'est d'utiliser tous les leviers pour attirer du trafic vers votre site internet. Donc au niveau des leviers, vous avez bien entendu les réseaux sociaux, vous avez les blogs, et vous avez le moteur de recherche. Donc le moteur de recherche, c'est le référencement. Pour ça, vous pouvez utiliser des articles, des infographies, des images ou des vidéos. Donc ça, on verra ça plus loin dans la présentation, les différents types de contenu. Donc voilà, donc la première étape, je ne vois pas très bien, donc voilà, on se remet en tête que le fait, pour proposer un contenu de qualité, c'est un contenu qui éduque, qui informe, qui solutionne, qui divertit. Donc l'idée, ça va être d'apporter ce type de contenu aux personnes qui envisagent de se mettre à la course à pied. Ça va nous permettre d'être visible et d'être reconnu comme un expert de la course à pied, en sachant qu'on n'est pas connu. Donc on a besoin de cette visibilité nouvelle. Et donc là, on peut prendre un exemple de Kalenji. Kalenji, ce qu'ils font sur leur site internet, voilà, ils proposent un article débuter ou reprendre progressivement la course à pied. Parce que finalement, Kalenji a conscience que les personnes qui envisagent de se mettre à la course à pied ne sont pas des personnes qui vont acheter une paire de chaussures demain. C'est très peu probable. Mais ils vont y songer, ils vont peut-être acheter une paire de chaussures dans 3 semaines, 1 mois, 3 mois. Donc voilà, donc Kalenji pense à ça et du coup leur propose un contenu qui va leur apporter quelque chose. Moi, je veux me mettre à la course à pied, ce que je veux savoir, c'est comment, sur quelle durée je vais courir, à quel endroit je vais aller courir, comment je vais faire pour soigner mes courbatures, des choses comme ça. Donc je vais aller sur Internet et finalement, le premier contenu que je vais voir, c'est un contenu de marque. Et après, si j'ai besoin d'une paire de chaussures, je vais peut-être me dire, tiens, Kalenji fait des chaussures, inconsciemment, ils m'ont orienté, c'est des experts de la chaussure. Je vois souvent leurs chaussures dans les vidéos, la personne qui court, elle a l'air bien contente de courir avec des chaussures Kalenji. Donc du coup, je vais acheter ma chaussure chez Decathlon. Decathlon, Kalenji, c'est la marque de Decathlon. Donc voilà, pour attirer la cible sur notre site internet, on a la possibilité d'utiliser différents outils et différents leviers. Donc on a les articles de blog, comme on le voit ici avec l'article de Kalenji, on a les vidéos, donc on le voit aussi avec Kalenji, les photos, les infographies, on a aussi les guides pratiques. Donc ça pourrait être un guide 10 étapes pour commencer la course à pied par exemple. Une infographie, ça pourrait être le profil type du coureur du marathon par exemple. Là on mettrait des statistiques sur, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une infographie finalement. Une infographie en fait, merci Bruno. Une infographie en fait c'est un visuel qui est souvent en hauteur où on présente différentes statistiques sur une thématique précise. Donc là on prendra la course à pied, combien de temps en moyenne court le français moyen par exemple. Enfin voilà, différentes stats sur la course à pied, on met ça dans un document et ces documents, l'infographie, c'est très prisé des utilisateurs des réseaux sociaux. C'est facile à partager, c'est intéressant, on voit toutes les informations qu'on a besoin de voir d'un seul coup d'œil finalement. Donc si je vous recommandais d'utiliser un contenu particulier autre que les articles de blog qui sont les plus faciles à mettre en place, ça serait l'infographie. Donc il y a des compétences infographisme à avoir, mais il y a des templates gratuits sur internet et vous trouvez ça assez facilement. Donc ça c'est la première étape. Donc maintenant du coup on a posté un article comment débuter la course à pied, on a attiré ces nouveaux coureurs potentiels, ils sont là, ils nous attendent, ils sont sur le site internet, mais maintenant qu'est-ce qu'on va en faire? Donc on a le choix, soit on les garde à nous, ou soit ils repartent manger une pizza ou un burger, puis ils ne se mettront jamais à courir. Et tout le travail qu'on aura mené jusqu'alors ne servira à rien. Donc on va attaquer la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être de démarrer une relation avec les personnes qu'on a attirées sur notre site internet. Donc pour ça, on a pareil différentes possibilités. Donc à l'issue de l'article de Kalenji qu'on a vu tout à l'heure, finalement on peut avoir inscription à la newsletter, veuillez télécharger le livre blanc. Voilà, donc on va cliquer sur ce bouton-là, puis on va arriver sur un formulaire de contact ici, où on va remplir ses coordonnées pour avoir le livre blanc. Et puis finalement, on va rentrer dans le CRM de Kalenji. Le CRM, c'est un outil qu'on utilise pour gérer ses contacts, ses prospects, et entrer toutes les coordonnées sur ces prospects. Donc on a différents contenus là aussi à utiliser. On a ce qu'on appelle les landing pages. Donc les landing pages, c'est des pages de destination en fait. Une des clés de la réussite de votre communication sur Internet, c'est de créer une page dédiée à votre communication. Si vous envoyez un emailing -60% sur la chaussure X et que
vous renvoyez une personne sur toutes vos chaussures et qui doit fouiller pour trouver la chaussure X, ça ne servira à rien. L'idée, c'est de créer une page vraiment personnalisée. Donc là, notre idée, ce serait de créer une page vraiment adaptée aux nouveaux coureurs, lui apporter une information clé qui se dit bah, la communication, elle est bien pour moi. Parce que finalement, avec Internet, maintenant, on a l'habitude, vous êtes le premier à le voir, vous recevez des emailings tous les jours dans votre boîte mail. Bien souvent, dans votre emailing, il y a soit le prénom, il y a soit le nom. Vous avez pris l'habitude de ça, d'avoir des communications qui vous sont adressées personnellement, et vous avez l'impression d'être plus considéré. On se dit, bah tiens, la marque, elle connaît, elle propose un produit qui me va bien, elle m'appelle par mon prénom, c'est sympa, et du coup, je vais être plus à même d'aller sur le site internet. Donc c'est ça, si vous communiquez sur internet, vous devez créer une page vraiment personnalisée. Donc les landing pages, vous avez les formulaires, vous avez ce qu'on appelle les call to action. Les call to action, c'est des boutons d'appel à l'action. Souvent, quand vous allez sur un site internet, vous allez voir inscrivez-vous, téléchargez le livre blanc immédiatement, en savoir plus, tout ça, c'est ce qu'on appelle les call to action. Donc ça, il est important d'en mettre sur les pages. Si vous mettez une page, un article de blog, comme on l'a vu tout à l'heure, comment débuter la course à pied, mais vous ne mettez pas de bouton à la fin, le gars, il va ouvrir un nouvel onglet, il va partir, il va fermer la fenêtre. Alors que si vous lui mettez un bouton en savoir plus ou pas, il va cliquer s'il est plus intéressé. Donc vous avez les call to action, vous avez les newsletters, vous avez les webinaires. Les webinaires, c'est des conférences en ligne finalement. C'est des conférences en ligne où on développe une thématique particulière. Donc là, c'est intéressant. C'est peut-être pas adapté finalement à la course à pied, mais si vous êtes notamment en B2B, les webinaires, c'est un levier qui fonctionne très bien. Donc vous avez les livres blancs, comme on a vu tout à l'heure. Un livre blanc, ça peut être les 10 étapes pour commencer la course à pied. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez les événements offline, parce que Internet c'est bien sympa, mais c'est aussi bien de se voir, en vrai finalement, comme ce soit. Voilà, à l'issue de l'article qu'on a vu tout à l'heure sur comment débuter la course à pied, vous auriez très bien pu mettre un événement dans une boutique et inviter les personnes qui lisaient cet article-là à se déplacer en boutique lors de cet événement pour en savoir plus. Donc le offline, la vraie vie finalement, le réel, a son importance même dans une stratégie web marketing. Et puis vous avez un outil à utiliser aussi, ça va être le CRM. Vous allez récupérer des coordonnées. Si vous ne savez pas où les mettre, où les retrouver, comment les retrouver, si ça doit être toujours la croix et la bannière pour trouver le numéro de téléphone de X ou Y, vous allez perdre du temps et ça ne vous servira à rien. Avec un CRM, vous avez juste la possibilité, en tapant le nom, même en utilisant certains filtres, de trouver les prospects qui vous correspondent et de trouver les coordonnées. Et de gérer vos communications plus simplement. Donc voilà, maintenant vous avez récupéré les coordonnées des personnes qui sont venues sur votre site. Du coup, les personnes qui ont rempli les formulaires, qui sont allées plus loin, qui ont téléchargé du contenu un petit peu plus poussé, vous êtes sûr que ces personnes-là sont vraiment intéressées par la course à pied. Ils vont un petit peu plus loin, ils ont montré un intérêt supplémentaire dans leur démarche. Donc du coup, ces personnes-là, vous allez pouvoir commencer à leur proposer vos produits. Là maintenant, vous savez qu'ils sont intéressés par la course à pied, ils vont peut-être s'y mettre. Donc voilà, ils vont avoir besoin d'une paire de chaussures, et donc là, vous allez pouvoir leur apporter une paire de chaussures, mais une chaussure adaptée. Ça m'arrive souvent de recevoir des emailing personnalisés, mais aussi des emailing qui n'ont aucun sens. J'ai reçu, il y a peut-être une dizaine de jours, un emailing qui me proposait d'acheter des sous-vêtements féminins, mais pour moi. Ça ne me sert pas à grand-chose, je n'ai pas d'activité particulière le soir ou la nuit, donc ça me servait complètement à rien. Là, une des erreurs possibles, ça serait d'envoyer à une personne de sexe masculin des chaussures roses, par exemple. Là, ça n'aurait aucun sens. Donc l'idée, c'est vraiment d'exploiter toutes les informations que vous avez récupérées pour cibler vos communications. Ça ne sert à rien d'envoyer la même communication à toute votre base de contact. Vous avez possibilité de filtrer les choses, peut-être par le sexe, peut-être par le lieu d'habitation, par le centre d'intérêt, par des activités. Utilisez ces informations-là pour apporter des informations personnalisées. Plus vous allez personnaliser vos communications, et plus vous allez avoir de retours positifs. Donc grâce à ça, les personnes qui sont arrivées un peu par hasard sur votre site internet, finalement ils vous ont donné leurs coordonnées, ils ont cliqué sur la chaussure parce qu'ils vont s'y mettre à la course à pied, et donc vous allez vendre vos paires de chaussures. Et maintenant c'est bien, une personne qui va acheter cette paire de chaussures, c'est sympa. Donc, le gars il va acheter cette paire de chaussures, il va lui faire un peu mal au pied au départ, il va aller courir, il va avoir des courbatures, puis il va les remettre dans le placard, et puis il va laisser tomber. Et cette personne-là, finalement, elle ne viendra jamais chez vous, après elle achètera plus de chaussures, et puis voilà, vous n'aurez pas gagné grand-chose finalement à part une seule vente. Donc l'idée, ça va être de vous rappeler au bon souvenir de cette personne qui a acheté cette paire de chaussures-là, en lui apportant du contenu toujours de qualité. Par exemple, la personne qui allait courir, elle a des courbatures le lendemain. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller sur Google, et puis elle va taper comment soigner les courbatures.
Et là, si vous avez un autre article qui apparaît dans les premiers résultats, il va vous revoir et va se dire bah, effectivement, c'est bien un expert, il apporte encore une solution, je suis satisfait de cette marque. Un autre point, la personne va avoir acheté cette paire de chaussures, et puis finalement elle va les courir, mais elle ne porte pas très bien. Du coup, elle va se faire un peu mal au pied, et puis elle va penser que c'est la chaussure. Donc, soit sur internet, si vous n'êtes pas présent, elle va poster un message sur son mur Facebook en disant j'ai acheté telle paire de chaussures, ne le faites pas, c'est pas bien, j'ai mal au pied, c'est pas top. Et du coup, on dit souvent qu'une personne mécontente sur internet en parle à 5000. Donc si vous n'êtes pas présent pour savoir ce qu'on dit de positif ou de négatif sur vous, et pour surtout solutionner ce problème-là, bah, vous allez perdre beaucoup dans votre communication et dans votre image de marque. Donc en étant présent notamment sur les réseaux sociaux, bah, vous allez pouvoir répondre à ce commentaire négatif, à chercher à en savoir plus pourquoi il a mal au pied, et puis à lui apporter une solution pertinente. Donc vous allez montrer à votre communauté sur les réseaux sociaux que vous êtes proche de vos clients, que vous leur apportez des solutions, et que vous ne cherchez pas seulement à vendre des produits, mais que vous vous souciez vraiment du bien-être de vos consommateurs. Et puis il y a des personnes aussi qui vont poster des messages positifs. Et là, si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, pareil, vous ne le savez pas et vous n'allez pas pouvoir l'exploiter. A l'inverse, une personne qui voit que vous êtes présent sur Facebook, elle a un message positif à vous dire, elle va aller sur votre page, elle va le valoriser, elle va vous donner une petite note. Donc souvent on voit sur Facebook, vous avez des étoiles pour noter les pages, notamment les marques. Bah voilà, vous allez pouvoir valoriser ça en le mettant en avant sur votre page, en faisant des articles de remerciement, des choses comme ça. Donc voilà, donc pour fidéliser ces nouveaux clients, bah, vous avez plusieurs choix. Une newsletter, ça arrive souvent, c'est le cas, on reçoit des dizaines de newsletters par semaine. Quand vous avez fait un achat, on vous demande votre adresse email. Chez Decathlon, on va vous demander votre adresse email, puis vous allez recevoir vous avez acheté la paire de running chez Decathlon, vous allez recevoir des newsletters qui vous parlent de course à pied, des bonnes courses à faire dans votre région, ou comment passer une étape supérieure dans la course à pied. Donc ça, c'est les newsletters. Vous gardez le contact, vous envoyez une communication à forte valeur ajoutée à vos consommateurs, régulièrement, une fois par mois, généralement, les newsletters, c'est bien. En termes de cadence, l'idée, c'est pas de lui envoyer des emails promotionnels à tour de bras. La personne qui a acheté une paire de chaussures hier et qui reçoit aujourd'hui un emailing lui proposant d'acheter de nouvelles chaussures, ça va le frustrer. Puis ça servira complètement à rien. Donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est de lui apporter du contenu à forte valeur ajoutée via les newsletters, via les actions privilèges. Donc là, on peut revenir au offline. Ça peut être des ventes privées. Ça m'arrive souvent de donner mon numéro de téléphone portable quand j'achète quelque chose et du coup, je vais recevoir un petit texto pour m'annoncer qu'il y a une vente privée dans telle boutique, tel jour. Puis je vais me déplacer, donc ça va me faire revenir dans la boutique. Vous avez donc les réseaux sociaux, donc comme on le voit, Azix ici qui propose, qui donne des vidéos, qui diffuse une vidéo qui donne assez envie de se mettre au sport, je pense. Donc vous avez les événements offline et puis le CRM. Donc avec le CRM, vous allez avoir des informations dedans qui vont vous dire, tiens, telle personne, elle a acheté une paire de chaussures il y a maintenant 9 mois. Une paire de chaussures de running, il faut savoir que ça change généralement une fois par an. Donc avec le CRM, vous allez pouvoir cibler toutes les personnes qui ont acheté une paire de chaussures il y a 9 mois et leur envoyer un emailing, leur faisant comprendre qu'il est peut-être temps de changer de paire de chaussures et que vous avez des offres intéressantes à leur proposer. Donc ça, c'est une possibilité. Donc voilà, l'objectif de cette quatrième étape, ça va être d'assurer le SAV. Les personnes pas contentes, comme on l'a dit tout à l'heure, leur apporter une réponse. Les personnes contentes, valoriser ces messages positifs. Améliorer l'UX. L'UX, c'est l'expérience utilisateur. En fait, la personne qui a mal au pied avec sa nouvelle paire de chaussures, finalement, c'est parce qu'elle l'utilise mal. Et donc, si vous lui apportez une solution pertinente, je ne sais pas, serrer ses lacets ou quoi que ce soit, elle va la retrouver le lendemain, puis elle aura plus mal au pied, puis là, du coup, elle sera satisfaite finalement de son produit. Ça va vous permettre donc de générer des ventes additionnelles et puis de gagner des ambassadeurs. Les personnes qui sont contentes, elles vont partager vos produits sur les réseaux sociaux. Elles vont valoriser vos produits, elles vont voir des articles de qualité sur Facebook, un article de qualité que vous avez partagé et qui l'a fait lui progresser dans sa mission, dans son sport de course à pied. Partager l'article en se disant que ça va servir aussi à son entourage. Et du coup, son entourage va voir votre marque arriver dans son fil d'actualité. Donc ça, c'est intéressant pour vous. Donc voilà, en synthèse, on reprend l'entonnoir de tout à l'heure. Donc pour attirer du trafic, on publie du contenu qui correspond aux besoins et aux attentes de nos cibles. Donc ici, comment démarrer la course à pied. Vous allez le transformer en prospect, donc en récupérant ces coordonnées via des formulaires, des téléchargements de livres blancs, des téléchargements de contenu un petit peu plus poussés, ou en leur proposant des ventes privées ou des choses comme ça. Et vous allez ensuite les convertir en clients. Vous avez récupéré leurs coordonnées et du coup vous leur proposez vraiment des produits vraiment adaptés à leurs besoins. Et puis une fois que vous les avez convertis en clients, vous gardez le contact et vous faites en sorte qu'ils reviennent 12 mois plus tard acheter une nouvelle paire de chaussures.
Donc voilà, et l'avantage qu'on a, comme on le disait tout à l'heure, avec Internet, c'est qu'avec Google Analytics, vous avez la possibilité de suivre vraiment vos actions en temps réel. Donc là, chaque semaine, vous allez pouvoir vous connecter puis voir quel post sur les réseaux sociaux vous ont amené du trafic sur Internet. Vous allez pouvoir voir si tel ou tel emailing a été lu ou n'a pas été lu. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et du coup, l'intérêt, à l'inverse de la communication traditionnelle, quand vous faites une communication dans la presse locale, vous avez mis votre encart dans la presse locale, vous n'avez aucune possibilité de savoir si votre encart plaît ou plaît pas. Vous allez juste voir peut-être une augmentation de votre trafic, peut-être même rien du tout. À l'inverse, quand vous envoyez un emailing, si vous ne voyez pas de trafic sur votre site internet, c'est que l'emailing n'a pas marché. Donc ça, vous le voyez vraiment en temps réel. Vous avez posté un article sur votre blog, si personne ne l'a lu, bah c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans cet article. À l'inverse, vous avez posté un article qui là a déclenché le buzz sur les réseaux sociaux. Donc vous allez dire, tiens, cette thématique-là, elle marche bien, je vais la décliner sous d'autres formats et je vais l'exploiter à fond. Donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est d'analyser toutes vos actions pour enlever ce qui ne marche pas ou améliorer ce qui ne marche pas, et puis du coup, vraiment exploiter à fond ce qui fonctionne. Et donc voilà, je ne sais pas si on a le temps, Bouna, pour faire un petit peu pratique. Si vous voulez, on peut parler d'une de vos activités pour voir un petit peu comment on pourrait mettre en place les 4 étapes de l'inbound marketing pour votre activité. Je ne sais pas, vous, monsieur, vous faites quoi comme vidéo? Alors, moi, je suis porteur de projet pour un site web automobile. D'accord. Qui va bientôt se monter. D'accord, donc c'est peut-être pas adapté, monsieur? Chaussures. Chaussures, on l'a déjà fait. Mademoiselle derrière. Je suis en recherche d'emploi. Ça va être compliqué, j'ai pas de chance. Ça arrive, je pense. Toi, c'est complexe ton produit. Ça va être Oui, vous n'êtes pas censé être dessus. La vente de fenêtres, par exemple. Ça va être compliqué. Donc en fait, vous êtes bien reconnu dans le profil de Maurice, peut-être. Donc en fait, par exemple, en tant que vendeur de fenêtres, quelles sont vos cibles? Vos cibles, je pense, c'est pas les locataires, c'est les propriétaires. Donc là déjà vous avez une petite segmentation. On va pouvoir travailler les propriétaires plutôt de maison ou d'appartement. Là c'est à vous de voir. On peut partir sur les propriétaires de maison. Quels sont les besoins de ces propriétaires-là? Parce que vous arrivez finalement, vous allez faire du porte-à-porte, vous allez faire un petit peu de phoning, mais c'est compliqué. Plutôt c'est compliqué pour toutes les activités. Là, l'idée avec l'inbound marketing, ça va être d'essayer de trouver des besoins de vos cibles, mais des cibles qui ne vont pas forcément acheter. On n'achète pas des fenêtres tous les jours. C'est-à-dire que si vous envoyez vos promotions ou si vous allez faire du porte-à-porte, si la personne n'a pas besoin de fenêtres, c'est mort. Par contre, elle aura peut-être besoin de fenêtres dans 2 ans, 3 ans. Et là, dans 2 ans, 3 ans, vous ne serez pas là. Donc l'idée, c'est de lui proposer un contenu qui va faire que cette cible-là va vous voir comme un expert de la vente de fenêtres. Donc un besoin particulier, donc ça pourrait être comment entretenir ces fenêtres. Je ne connais pas du tout le métier, mais l'idée, ce serait de vous positionner sur des besoins annexes, des besoins indirects, on va dire. Comment entretenir ces fenêtres, quel modèle de fenêtre pour tel type de maison, ou quelle différence entre PVC et je ne sais quel autre matériau, par exemple. Par exemple, c'est ça. En fait, une personne qui est intéressée par les fenêtres ou qui sent qu'il va avoir un besoin dans 2 ans, elle ne va pas acheter aujourd'hui. Par contre, elle va commencer à prendre des informations sur Internet. Elle va réfléchir, elle va mûrir son achat. En fait, c'est ça avec Internet, contrairement à avant. Maintenant, on mûrit sa décision d'achat avant d'acheter. C'est-à-dire qu'on a toutes les informations en ligne, donc on va prendre toutes les informations et puis on va prendre la solution qui nous semble la plus pertinente. Et en fait, on dit maintenant que 90% de la vente se fait avant d'aller en magasin. Finalement, vous prenez l'information sur Internet, voilà. Et du coup, si vous arrivez après plusieurs mois où vous avez semé des articles sur comment choisir votre fenêtre ou quoi que ce soit, la personne va savoir ce qu'elle veut. Donc déjà, c'est plus intéressant pour vous parce qu'elle est plus ciblée, la vente va être plus facile entre guillemets. Et puis du coup, elle va se dire, ah bah oui, vous êtes un expert de la fenêtre, vous m'avez apporté telle ou telle information, et du coup, la vente sera plus simple. L'idée, c'est ça. C'est de mettre ça. Donc après, vous allez pouvoir récupérer des données, télécharger un livre blanc, par exemple. Comment choisir sa fenêtre, les 3 étapes clés, par exemple. Vous allez développer un petit peu plus d'activité. Moi j'avais une autre idée par rapport aux fenêtres. Ah bah vas-y, Comme il y a l'histoire de l'isolation. Bon sur scène. Bon, tu vas passer sur le périscope. Comme il y a l'isolation des fenêtres, d'impôts, réduction finalement d'impôts, ce qui est un peu embêtant à chaque fois, c'est le côté administratif. Alors ça, c'est vraiment le truc qui prend la tête.
Donc si vous expliquez en fait étape par étape comment ça marche, ou même dire nous on va vous faire les choses pour vous si vous venez chez nous, du coup ça va aussi les inciter à venir, parce que finalement on répond à une problématique. Quand moi je change de fenêtre, je pense à l'isolation sonore, thermique, phonique et toutes ces choses-là. Et c'est vrai que en tant que bricoleur, je passe un temps fou là-dessus. Et quand par exemple il y a des petites choses à réparer, ça j'aime bien aussi trouver des petites astuces en fait vidéo, Des tutos, des petits tutoriels en fait pour réparer la petite chose. Et en fait, au bout du compte, quand je suis pas un grand spécialiste, je finis par casser encore plus, bien évidemment. Mais du coup, je me dis que j'étais très content d'avoir trouvé le tuto chez vous. Et donc, vers qui je vais m'adresser? À la personne qui finalement a voulu m'aider indirectement. Allez voir. Donc ça, c'est souvent ce que expliquait Ludo. Voilà. Et en fait, c'est ça, l'idée, c'est d'aider, d'abord, d'aider les gens. En fait, le contenu, il est intéressé, parce que vous ne faites pas ça gratuitement, vous faites ça pour vendre. Mais la première impression que va avoir votre consommateur, ça va être que finalement, vous cherchez à l'aider, à lui apporter vraiment une solution qui lui correspond. C'est personnalisé. Je sais que dans le domaine des fenêtres, souvent c'est un petit peu du one-shot, la réputation n'est pas toujours très bonne. Là, avec des actions pareilles, vous allez montrer que vous cherchez vraiment à apporter une solution pertinente et pas à gonfler votre marge ou à décrocher votre bonus à la fin du mois. Donc l'idée, c'est ça. Mais voilà, en fait, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'aider, d'apporter des choses. C'est ça, c'est éduquer, informer, divertir ou solutionner. Donc en fait, c'est ça. Donc, bien de rien. En fait, la clé de tout ça, on n'en a pas beaucoup parlé ce soir parce qu'on prépare quelque chose avec Benjamin qui est là-bas. Mais en fait, publier du contenu, c'est pas si simple que ça. Vous allez pouvoir rédiger un texte, mais il y a quand même quelques techniques. Pour être premier sur Google, c'est pas parce que vous allez rédiger un article que vous allez être premier sur Google. Donc il y a des si on est bon, si on est un bon rédacteur, on peut. Parce que on est d'accord. Non, on peut, si tu as un justement, bon parce qu'en rédacteur fait, et que personne te lit, c'est-à-dire c'est très dommage du coup, parce que tu pourrais de la qualité, mais personne ne la voit. Alors la vraie réflexion, c'est de savoir le contenu de qualité qu'on produit. Et je pense que dans cette salle, j'ai l'intime conviction que chacun d'entre vous a la possibilité de créer du contenu de qualité. La vraie question, c'est de savoir qui va le voir et comment va-t-il le voir. exactement. C'est ça en fait. Ça dépend de la concurrence aussi. Ça dépend de la concurrence. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait 6 millions de résultats. Pour vous positionner dans les premiers résultats, il va falloir utiliser des mots-clés précis, il va falloir faire preuve d'imagination, il va falloir utiliser 2-3 astuces. Et du coup, on vous prépare un petit événement avec Benjamin mi-juin où on va utiliser normalement l'amphithéâtre de la CCI. Pas plus tôt. Ouais, normalement, on va avoir un gros succès pour cet événement. Ça va la peine quand même. En fait, l'idée, on va essayer de faire ça de façon un petit peu plus divertissante parce que c'est quand même un sujet assez technique quand même. Donc on va tenter un petit format intéressant, assez marrant avec Benjamin, donc on va bosser là-dessus. Mais l'idée, ça va être de vous donner les bases pour comprendre le référencement et puis essayer de mettre en place ça directement. Parce qu'en fait, oui, il y a de la concurrence, mais si vous utilisez des mots-clés un petit peu rallongés, des mots-clés précis qui correspondent plus à vos cibles, donc non seulement vous allez attirer du trafic plus qualifié, mais la concurrence sera moindre et c'est pas si compliqué que ça que de se retrouver en première page sur des expressions assez ciblées. Donc voilà, donc on verra ça. Donc logiquement, ça doit être le 16 juin. Ce sera le 16 juin à la CCI. Exactement. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, si vous avez aimé la conférence de ce soir, et puis si vous souhaitez finalement avoir d'autres conférences de qualité comme ça, je vous invite tous en fait à liker sur Twitter, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux, parce que je pense que Bouna depuis tout à l'heure n'arrête pas de mettre des choses sur les réseaux sociaux. C'est très important parce que justement en termes de communication, pour nous, qu'est-ce que ça fait? C'est que les gens vont dire tiens, c'est super sympa, c'est bien, et il y a plus de personnes en fait qui vont venir. Alors en plus de liker, ce qui sera encore mieux, c'est de partager l'événement et mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de lui. Voilà. Merci. Je suppose qu'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, Ouais. C'est-à-dire que là, on voit un terme général, mais par exemple, si je reprends les fleurs, bon, il y a un langage des fleurs, mais par exemple, pour un magasin, ce qui n'est pas mon cas, pour un magasin qui vendrait des vêtements, c'est possible.
Bon, je pense que oui, tout est toujours possible, mais je veux dire que là, pour avoir un discours sur des vêtements de femmes qu'on trouve un peu partout, finalement, c'est peut-être un peu plus compliqué. En plus, non, vous voulez avoir une cible, si je ne vends qu'en magasin, je veux donc avoir une cible qui soit dans un périmètre proche. Peu m'importe que des gens à Paris ou ailleurs... Et ça, c'est le référencement qui va vous permettre de... Il y a ce qu'on appelle le référencement local. Anthony. Moi, perso, j'ai une boutique de vêtements Solar. Et je me suis amusé à mettre du contenu sur les autres boutiques en fait, qui sont WAP, des marques qui ne sont pas référencées, de nom d'enseigne. Donc, je fais leur pub sur le web. Et du coup, vous cherchez ces marques-là, vous êtes client, ou vous avez entendu parler de cette boutique-là, quand vous la cherchez, vous voyez sur mon site qui fait la promotion de cette boutique-là. Tout après, moi, je vois très bien de quelle boutique vous voulez parler, mais si je connais votre boutique. Voilà. Mais malgré tout, est-ce que les gens rentrent acheter? Parce que le but, au final, c'est ça. C'est que les gens, bien sûr. localement, rentrent et achètent. Qui découvrent votre boutique via l'information que vous donnez. Donc, ils vont regarder, même si ce n'est pas exactement la boutique, ils vont s'informer. Si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être au deuxième service ou sur les contenus. En fait, ce qu'il faut voir lorsqu'on fait du marketing, c'est qu'il n'y aura jamais 100% de réussite, bien évidemment, mais l'objectif, c'est d'augmenter la probabilité, finalement, de réussir. Donc, si une personne rentre dans votre magasin, la probabilité qu'elle achète est quand même plus forte que si elle n'était jamais rentrée. Donc, voilà, vraiment, c'est ça qu'on doit garder en tête, c'est augmenter les probabilités de réussir. Après, c'est aussi à vous de faire preuve d'imagination. Quand on parle de vêtements, toujours quelle est votre cible? Donc les vêtements, ça peut être des vêtements de femme, votre cible c'est la femme. Quelle femme? Quel âge? Qu'est-ce qu'elle recherche? Quels sont ses centres d'intérêt? Elle peut rechercher des styles. Tiens, quel style pour cet été? Quelle couleur pour cet été? Comment m'habiller quand j'ai un visage quelconque? Ou je sais pas, je prends des exemples quand j'ai telle physique, quand j'ai telle morphologie. Vous apportez des réponses comme ça. En fait, l'idée c'est ça, c'est toujours trouver la personne qui va acheter un vêtement. Elle ne pense pas qu'au vêtement qu'elle va acheter toute sa vie. Elle a deux problématiques et finalement le vêtement elle achète pour peut-être se mettre en valeur ou pour quelle autre raison. Mais ça, l'idée c'est ça, c'est de définir vos cibles précisément, de définir les profils et puis du coup de soulever des problématiques comme celle-ci qui vont vous permettre d'apporter du contenu. Et après, donc, il y a ce qu'on appelle le référencement local. Si vous avez une boutique au Havre, vous avez la possibilité de vous positionner sur des mots-clés incluant le Havre. Donc, par exemple, magasin de vêtements femmes, le Havre, des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on verra, on détaillera vraiment ça lors de l'événement avec Benjamin mi-juin. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mais c'est vrai que c'est un changement de paradigme complet sur la communication qu'on avait avant. Et finalement, là, il faut maîtriser la technique, apprendre à écrire, apprendre à rédiger, faire un livre blanc, personne ne sait pas forcément exactement ce que c'est. Voilà, c'est tout à fait une autre palette qu'il faut apprendre à maîtriser. C'est surtout changer de. On n'est plus dans le promotionnel. Maintenant, la promotion, ça ne sert plus à rien. Enfin, ça va servir quand c'est ciblé, quand c'est personnalisé. Mais maintenant, avec Internet, les gens ont tellement pris l'habitude d'avoir le choix, d'être à 2 clics du concurrent, de recevoir des informations de toutes parts, de tout lieu, que finalement, il faut faire la différence, il faut personnaliser sa communication, il faut apporter quelque chose, il faut apporter de la valeur ajoutée. Donc c'est ça vraiment le changement dans la communication et le marketing aujourd'hui, c'est que faut apporter quelque chose de supplémentaire. En fait, à l'époque, on a inclus ça, quand les prix commençaient à être un petit peu le marketing, quand les prix se sont lissés, finalement, tout le monde proposait plus ou moins le même prix, on a inclus les services, les garanties, les délais de livraison, les choses comme ça. Et bien maintenant, on est tous plus ou moins, quand la concurrence est assez costaud, finalement, on a les mêmes prix, on a les mêmes conditions de livraison, on a les mêmes services à côté. Donc il faut apporter quelque chose supplémentaire. Et ce quelque chose-là, c'est via du contenu qui est a priori désintéressé, qui apporte quelque chose à vos cibles. Donc voilà, je crois que Moulin est en train de nous préparer un petit apéro, donc je vous propose de... C'est vrai que pour les promotions aujourd'hui, comme il y a beaucoup de sites en fait qui sont dédiés qu'à la promotion, du coup effectivement quand on va sur les sites internet normal, on ne cherche pas ça. Sinon on connaît tous Groupon, on connaît tous Cdiscount, etc. On sait que quand on va là-bas, on va chercher quelque chose à et chez d'autres sites internet, justement, où il y a du contenu, on va chercher d'autres choses, finalement, quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui répond peut-être à une relation différente, une image de marque, c'est ça aussi. L'image de marque aujourd'hui joue beaucoup sur internet. Écoutez, je vous remercie pour votre attention et je vous propose d'aller boire un petit verre.